Mercredi 20 mars 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce jour, le nouvel ambassadeur de Chine à Madagascar, Xi Jinping, et de l'Australie, Kate Shamley, ont présenté aujourd'hui les copies figurées de leurs lettres de créance auprès du président de la République Andry Rajoelina au Palais d'État d'Yavlu. Ces deux pays interviennent dans différents domaines afin de renforcer la coopération avec Madagascar. Reportage signé Judika Rajanirin sur les images de Andrew Razajabi. La Chine a affirmé sa volonté de travailler avec Madagascar pour le développement du pays. Les relations entre les deux pays datent déjà de plus de 50 ans. On peut aller loin et haut si nous travaillons ensemble. Le développement des relations globales et le renforcement de la coopération bilatérale fondée sur le respect mutuel et la réciprocité des avantages seront au centre de sa mission à Madagascar, selon ce nouvel ambassadeur de la Chine à Madagascar. La Chine intervient dans divers domaines pour renforcer cette coopération, notamment les infrastructures, la santé, les sports, l'agriculture, l'économie, le commerce, l'énergie à travers l'utilisation des énergies renouvelables, l'éducation et la culture. Les deux parties partagent le même avis concernant les tâches prioritaires pour assurer le développement du pays, notamment à travers les trois principaux piliers du développement établis par le président de la République. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a plus de 50 ans, les relations sino-malgaches ont déjà eu beaucoup de progrès remarquables et en tant que nouvel ambassadeur de Chine à Madagascar, je vais aussi travailler pour renforcer nos relations bilatérales et renforcer aussi, approfondir notre coopération stratégique et aussi renforcer notre amitié. Dans le cadre du renforcement de la coopération, le président Andry Rajoelina fait partie de ceux qui participeront à la conférence du FOCAC en septembre. La discussion entre le président et Kate Shamley, l'ambassadrice d'Australie, a porté sur l'échange d'expériences. Dans le domaine de la formation professionnelle, l'envoi d'enseignants malgaches se former dans une université australienne à Maurice a été évoqué. Il y a aussi le renforcement de la capacité du BNGRC à faire face aux risques et catastrophes naturelles. Nous avons parlé de priorités communes comme la lutte contre le changement climatique, le développement de l'économie bleue et la sécurité maritime. Kate Shamley a également confirmé que l'intention du président Andry Rajoelina d'améliorer le monde de l'éducation et de la formation professionnelle à Madagascar est une garantie pour parvenir à un développement dont chacun bénéficiera. Page politique pour continuer, le président de la HCC a déclaré aujourd'hui que d'éventuelles irrégularités lors des élections législatives pourraient entraîner l'annulation des voix d'un candidat. Il a également déclaré que la loi sera appliquée à ceux qui enfreignent la loi. Par ailleurs, la HCC a déposé une plainte concernant le non-respect de la loi survenue lors de l'élection présidentielle. Magessani Mireille et Yves Janel. Ceux qui enfreignent la loi lors des élections législatives seront soumis aux sanctions prévues par la loi. En cas de constat d'abus au cours de campagne, le candidat sera sanctionné. Il pourrait ne plus pouvoir participer aux élections car sa candidature est éliminée. En cas de non-respect de la loi lors des élections, les résultats peuvent être annulés en partie ou en totalité. L'objectif est d'avoir des élections propres et transparentes, a déclaré le président de la HCC aujourd'hui lors de la visite de courtoisie de l'OIF. La HCC ou Haute Cour constitutionnelle qui a déposé une plainte sur le non-respect de la loi survenue lors de l'élection présidentielle. Ensuite, les maires du district Tintin Foot s'unissent pour apporter plus de développement. Ils ont confirmé qu'ils sont toujours prêts à travailler aux côtés du gouvernement. En fin de semaine, un culte pour ce district a été effectué et auquel a assisté Maman Olga Rajoelina. Le district Tintin Foot est un district productif. L'agriculture et l'élevage y sont notamment les moyens de subsistance de la majorité de la population. Néanmoins, le transport de leurs produits reste encore un problème majeur auquel ils sont confrontés en raison du mauvais état des routes. Anticipant le développement à long terme du district Tintin Foot, les maires locaux se rassemblent et unissent leurs forces. Les habitants du district Tintin Foot sont prêts à collaborer avec le gouvernement et à soutenir la mise en œuvre des visions fixées par le président pour le développement du pays. En fin de semaine,
Un culte a eu lieu en présence de maman Olga Radzueln, la mère du président de la République, dans ce district. Une telle coopération avec le gouvernement accélérera le développement d'une ville, selon les informations. Dans un tout autre sujet, Madagascar, étant membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie, a célébré ce 20 mars la journée internationale de la francophonie au ministère des Affaires étrangères à Nousi. La ministre des Affaires étrangères a souligné à cette occasion que l'OIF est un espace d'opportunité pour l'entrepreneuriat et un lieu de partage culturel et d'échange économique. Mervelat Sferen sur les images de Nzar Rajiansu. 20 mars, Journée internationale de la francophonie, célébrée cette année sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Faisant partie des 88 États et gouvernements membres de l'OIF, Madagascar est pleinement engagé dans toutes les activités de cette organisation. La ministre des Affaires étrangères a souligné dans son allocution que plusieurs programmes et projets de l'OIF sont mis en œuvre à Madagascar dans le système éducatif, le domaine culturel, de l'entrepreneuriat féminin et de l'insertion professionnelle. L'OIF a également œuvré dans le projet de délivrance de jugements supplétifs en faveur de 40 000 enfants malagasy en 2022, ainsi que la signature de conventions multipartites avec les institutions en charge de la lutte contre la corruption, de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Grâce au dynamisme et au dévouement de cette organisation, aux missions qui lui ont été dévolues, différents programmes et projets en faveur de la population malagasy ont pu voir le jour, notamment dans le système éducatif, culturel, l'entrepreneuriat féminin et l'insertion professionnelle des jeunes. Parmi les exemples, à titre d'illustration, nous avons le fonds La francophonie avec elle, qui au cours des 4 éditions qui se sont succédées ont permis à une vingtaine d'ONG malagasy de concrétiser leurs projets grâce à l'octroi de subventions en faveur des bénéficiaires. Il y a également le projet État civil, qui depuis son lancement en 2022 a permis à plus de 40 000 enfants malagasy de bénéficier d'actes de naissance, ainsi que la signature d'une convention multipartite avec les institutions en charge de la lutte contre la corruption pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Tous ces projets couvrent les 3 piliers de la politique générale de l'État, à savoir le développement du capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance. À noter que la communauté des peuples francophones est actuellement estimée à 320 millions d'humains sur la planète, répartis sur les 5 continents. Le 19e sommet de la francophonie se tiendra au mois d'octobre de cette année dans la Cité internationale de la langue française à Paris, France. Et le programme national foncier 2 sera mis en place pour améliorer et assurer l'accès à la terre comme condition de mise en valeur durable pour la population malagasy. Il y aura donc diverses consultations dans l'élaboration de ce programme national foncier afin que chacun puisse jouir de ses droits en matière de foncier. Reportage signé Fanji Mireille. Le programme national foncier 2 n'est pas encore établi. Cependant, ce programme permettra de renforcer les acquis dont l'objectif est de faire du foncier un levier de développement afin que chacun puisse jouir de ses droits en la matière. À cet effet, pour établir cette politique foncière, diverses consultations auront lieu afin de collecter les avis de tous les concernés. Par ailleurs, la mise en place d'un charte de partenariat est également important afin de développer le secteur foncier à Madagascar, selon les explications du nouveau directeur général du Fonds national foncier. L'objectif étant la continuité de la réforme foncière initiée depuis 2005 à travers la lettre de politique foncière. La vision pour les années à venir est de faire du foncier un levier de développement. Et la caserne des sapeurs-pompiers dans le 2e arrondissement a été réhabilitée et est désormais opérationnelle. Cette nouvelle infrastructure a été obtenue grâce à la coopération de la commune urbaine d'Antananarivo, du PNUD et de l'université d'Antananarivo. L'objectif de la commune d'Antananarivo est de mettre en place une caserne dans chaque arrondissement. Mervelat Sferen et Braz Denilson. Le 1er arrondissement, le 5e, ainsi que le 6e disposent déjà de leur caserne de sapeurs-pompiers.
Et celui qui a été rénové et inauguré ce mardi à Nkatu est pour le 2e arrondissement. La commune urbaine d'Antananarivo, confrontée à une croissance démographique, s'efforce de trouver des solutions pour répondre aux besoins croissants de la population. Ce qui a conduit à l'initiative de créer des abris d'urgence avec pour objectif la mise en place de casernes de sapeurs-pompiers dans chaque arrondissement. L'approvisionnement en eau qui sera utilisé pour les secours en cas d'incendie a été déterminé lors des études préalables à la rénovation de cette infrastructure, selon les explications. De plus, le 2e arrondissement, qui abrite le lac Manchseize, dispose de suffisamment d'eau pour répondre aux besoins de la caserne d'Nkatu. Selon les informations, la majeure partie du travail effectué par les sapeurs-pompiers à Antananarivo au cours des 3 premiers mois de cette année 2024 concerne les glissements de terrain, si la lutte contre les incendies de forêt était le plus recensé pour le 2e arrondissement. Avec 383 sapeurs, dont 22 femmes et 50 casernes opérationnelles, les sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir rapidement et efficacement. En effet, le chef de corps de sapeurs-pompiers de la ville a mis en avant le rôle important de son équipe dans la lutte contre les incendies, les secours d'urgence, les sauvetages, la gestion des risques et des catastrophes, ainsi que l'assainissement de la ville. En santé, des personnes vulnérables issues de 12 communes de la région d'Anos bénéficieront de soins de santé gratuits pendant 4 ans. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du programme Voucher, axé sur la lutte contre la malnutrition et la santé de proximité, organisé par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique. Environ 250 000 personnes vulnérables bénéficieront de ce projet. Reportage signé Anduniel Martina. Le programme Voucher est mis en œuvre avec le projet FAF2, un programme gouvernemental financé par la Banque mondiale. Le projet se concentre sur la sécurité alimentaire et la santé de proximité, destiné aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes allaitantes ayant des bébés de moins de 6 semaines. Il interviendra dans 12 communes des districts de Tolanar, Béchouk et Ambrosaretim. Le programme a commencé aujourd'hui dans la municipalité d'Ankaramen. C'est la preuve que le gouvernement fait de la santé publique une priorité, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la région d'Anos lors de l'ouverture officielle du programme Voucher. La réalisation de cet événement s'inscrit dans la mise en œuvre de l'un des principaux piliers du développement du gouvernement, selon la vision fixée par le président Andradzwil. La durée de ce programme est de 4 ans et 250 000 personnes réparties dans 12 communes de la région d'Anos en bénéficieront auprès de 113 centres de santé de base ou encore des centres de FAFI de 423. Et désormais, le pont reliant les deux marchés d'Indjavouang peut être utilisé. En effet, la réhabilitation de ce pont suite à la demande des commerçants auprès du délégué du 3e arrondissement a été achevée aujourd'hui. Ce pont qui était en cuvée d'État depuis déjà 5 ans. Reportage de Aniel Martinez à Sylvain sur les images de Seich Andjianop. Des milliers de personnes empruntent ce pont qui relie les deux marchés d'Indjavouang. Ce pont a commencé à se détériorer il y a 5 ans et de nombreuses personnes s'y sont blessées en raison de cette situation. De nombreuses demandes pour sa réhabilitation ont été faites, ont déclaré les commerçants. Finalement, les autorités y ont répondu. Ce pont facilite les déplacements des personnes, mais également le transport des marchandises, notamment pour les commerçants, selon les explications. La réhabilitation de ce pont est une priorité, a déclaré le délégué du 3e arrondissement, car il s'agit d'une infrastructure que la population utilise quotidiennement. Ce dernier, avec ses équipes, sont actuellement en train d'accomplir leur mission, consistant à examiner les problèmes au niveau local et à déterminer quel travail est urgent et doit être fait en premier. L'entretien de telle infrastructure doit être fait tous les 2 ans, selon les explications. Et désormais, un suivi est obligatoire, selon toujours les informations. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Sénégal. Après 12 ans, le président Macky Sall quittera la présidence de ce pays après l'élection du 24 mars. S'il a développé à grande vitesse, grand V, les infrastructures publiques, son bilan économique reste contrasté. Reportage de France 24. C'est une construction phare réalisée sous la présidence de Macky Sall. Le train express régional inauguré en 2021. Un transport qui relie Dakar à la banlieue de la capitale sénégalaise. L'une des nombreuses infrastructures qui vaut au président sénégalais une réputation de bâtisseur.
Il a construit des terres, des BRT, des bonnes routes. Ça, vraiment, on est apprécié cela. Mais ces transformations ont creusé la dette du pays. Elle est passée de 45% en 2012 à plus de 70% aujourd'hui. Et ce, malgré une croissance qui devrait caracoler à 8,3% en 2024 selon le FMI. Mais cette dynamique a peu bénéficié au Sénégal ces 12 dernières années. Si elle a diminué de 5% entre 2011 et 2019, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté reste importante, estimée à près de 38%. En termes d'indice de développement humain, le Sénégal a quitté la 154e place pour être à la 169e place. En termes de chômage, on est passé de 13% en 2012 à 24% maintenant. L'humain, c'est ce qui est absent dans le bilan du président Macky Sall. Un bilan en demi-teinte, assombri selon certains experts par un glissement autoritaire de Macky Sall ces dernières années. Le président sénégalais est accusé de s'en être pris à de nombreux opposants. Et sa décision invalidée par le Conseil constitutionnel de reporter l'élection présidentielle n'a fait qu'accroître la défiance d'une partie de la population envers son gouvernement. Ensuite, la déforestation en Amazonie brésilienne a atteint son plus bas niveau en 6 ans sur la période de janvier-février, selon un rapport publié lundi par l'Institut Amazon. France 4. C'est une bonne nouvelle pour la planète. Au mois de janvier et février, la déforestation en Amazonie brésilienne a atteint son plus bas niveau depuis 6 ans. 196 km² ont été déboisés, soit 63% de moins qu'à la même période l'année dernière. L'une des principales raisons de cette avancée, la politique de reboisement du président Lula, revenu au pouvoir en janvier 2023. Son objectif, éradiquer la déforestation d'ici 2030. Il est revenu sur des textes qui permettaient l'exploitation minière sur des terres forestières. Les amendes qui ont été appliquées par l'agence environnementale brésilienne ont augmenté de 166% en 2023 par rapport aux années précédentes. Il a récupéré des terres qui étaient exploitées de manière illégale. Malgré tout, la déforestation reste un sujet majeur. La surface d'arbres abattus correspond toujours à l'équivalent de 327 terrains de football par jour. On n'est pas encore sur des politiques de reboisement. Le président brésilien qui avait précédé Lula, c'était Jair Bolsonaro. Et Jair Bolsonaro s'était fait élire notamment sur la promesse d'accentuer la déforestation. La déforestation s'étend vers d'autres régions limitrophes, comme le Cerrado, une immense savane arborée qui s'étire sous l'Amazonie. Et pour clôturer cette édition, la Finlande a consolidé sa place de pays le plus heureux au monde, décrochant ce titre pour la 7e année consécutive, selon un rapport parrainé par l'ONU publié aujourd'hui. France 4. La recette du bonheur peut parfois sembler compliquée à trouver. Alors nous sommes partis vous demander à quoi il ressemblait. Pour beaucoup, c'est avant tout une affaire de famille. Le bonheur, c'est mes enfants. Le bonheur, c'est d'avoir une famille en bonne santé, tout simplement, rien de plus, rien de moins. Oh, la joie de l'amitié, la joie de la famille, la découverte du monde. Et dans tout ça, l'argent fait-il vraiment le bonheur? Des millions d'euros. C'est ça le bonheur, des millions d'euros? Ouais, peut-être. Moins que boire une bière en terrasse au soleil. Parce que le bonheur, c'est aussi ça, les petits plaisirs du quotidien. Le soleil, une petite terrasse, puis un petit apéro. Quand quelqu'un a une petite attention. Ne pas perdre ses clés aussi, c'est un petit bonheur. Arriver à les garder. Ouais, le petit carré de chocolat quand on rentre du boulot, ça c'est un petit bonheur particulier. Bonne nouvelle, le 20 mars sonne également l'activité du printemps. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.